Mon nom est le docteur Ricardo Martins, je suis chirurgien général et je travaille depuis plus de 20 ans entre les murs froids et silencieux des hôpitaux. Tout au long de ma carrière, j'ai été témoin d'innombrables histoires de douleur, de lutte, de dépassement, mais aussi d'histoires que je ne peux tout simplement pas expliquer uniquement par la logique de la médecine. Bien souvent, les livres, les protocoles et les statistiques nous donnent des directions, mais ils ne parviennent pas à capturer l'essence de ce qui se produit lorsque la vie humaine se trouve à la limite entre la science et quelque chose de plus grand, qui semble provenir d'un lieu que nous ne pouvons mesurer par des examens ni traduire en chiffres. J'ai commencé ma carrière poussé par la curiosité et la passion de comprendre le corps humain. Très jeune, j'étais fasciné par le fait que chaque détail, chaque cellule, chaque battement de cœur semblait travailler en harmonie pour soutenir quelque chose d'aussi grandiose que la vie. Mais la vérité, c'est que même après tant d'années, chaque garde continue à me mettre au défi. Car à l'hôpital, il n'existe pas de routine prévisible. Une minute peut être calme, et la suivante tout se transforme en chaos, sirène, famille désespérée, agitation de l'équipe, et le poids de la responsabilité qui tombe sur nos épaules. Au fil des ans, j'ai vu des patients arriver désespérés, avec des diagnostics qui n'indiquaient que la fin. J'ai vu des mères pleurer au chevet d'enfants qui luttaient pour chaque respiration, des épouses prier avec des mains tremblantes et des yeux embués, des hommes forts tomber face à des maladies silencieuses. Mais j'ai aussi vu quelque chose qui dépasse la biologie, j'ai vu des personnes se relever alors qu'il n'y avait plus d'espoir. J'ai vu des cœurs recommencer à battre après de longues minutes de silence. J'ai vu des corps résister au-delà de ce que la science pouvait accepter. Et c'est précisément de cela que je veux vous parler aujourd'hui. L'histoire que je vais partager ici n'est pas seulement un cas clinique. Ce n'est pas un récit ordinaire que l'on trouve dans un article scientifique ou un manuel de médecine. C'est une expérience vécue, chargée d'émotions, de sueur, de larmes et de cette tension que seuls ceux qui ont déjà été dans une salle d'opération ou dans une unité de soins intensifs peuvent comprendre. C'est une histoire qui m'a profondément marqué comme médecin et comme être humain. Je veux que vous compreniez quelque chose dès le début, je ne suis pas ici uniquement comme professionnel de santé, mais comme quelqu'un qui a appris qu'il existe une ligne très fine entre la technique et l'inexplicable. Ma fonction, en tant que médecin, est de lutter jusqu'à la dernière seconde pour la vie de chaque patient qui croise mon chemin. Mais il existe des moments où, même en donnant tout de moi-même, je constate qu'il y a des forces plus grandes à l'œuvre. Et c'est exactement pour cela que cette vidéo existe. Pour que vous, de l'autre côté de l'écran, puissiez ressentir un peu de cette atmosphère qui entoure les coulisses d'un hôpital. Pour que vous compreniez que la médecine sauve, oui, mais que, dans certaines occasions, quelque chose de plus grand intervient. Je veux que vous suiviez cette histoire avec l'esprit ouvert et le cœur disposé à réfléchir. Parce qu'à la fin, peut-être percevrez-vous vous aussi que certains événements ne peuvent tout simplement pas être expliqués uniquement par la science. Peut-être est-ce une coïncidence, peut-être est-ce le destin, ou, qui sait, des miracles. Alors, soyez les bienvenus. Asseyez-vous, réglez le volume et venez avec moi. Aujourd'hui, je vais vous ouvrir une des expériences les plus intenses de ma vie professionnelle. Une histoire réelle, vécue à l'intérieur d'un hôpital, où la ligne entre la vie et la mort est devenue presque invisible. Cette nuit-là, je n'aurais jamais pu imaginer ce qui allait se produire. Les gardes d'hôpital portent toujours une aura d'imprévisibilité, mais certaines histoires sont précédées par quelque chose, un silence étrange, un poids dans l'air, comme si le destin lui-même préparait la scène pour quelque chose de grandiose. Le téléphone a sonné sèchement, avec urgence, et la voix de l'autre côté ne laissait aucun doute, « Docteur, nous avons besoin de vous immédiatement. Le cas est grave. » À partir de ce moment, chaque seconde a commencé à s'étirer avec la force d'une horloge implacable. Je savais que la vie d'une personne était en jeu et qu'il n'y avait pas de place pour l'hésitation. L'hôpital était envahi par une agitation frénétique, des pas précipités résonnant dans les couloirs, des moniteurs bipant de façon irrégulière, et des familles angoissées attendant des nouvelles qui pourraient changer à jamais le cours de leur vie. Et c'est ici que je veux faire une pause pour m'adresser directement à vous qui regardez. Avant que nous ne plongions dans cette histoire, j'ai besoin de votre aide. YouTube ne diffuse ce type de contenu à un plus grand nombre de personnes que s'il y a de l'interaction. Et pour que ce message aille loin, j'ai besoin d'au moins 100 commentaires sous cette vidéo. Alors, si vous croyez que des miracles peuvent arriver, écrivez dès maintenant dans les commentaires « Je crois aux miracles ». Cela le montrera à l'algorithme, mais surtout à vous-même, qu'il existe encore une place pour la foi, l'espérance et pour ces histoires qui nous rappellent que la vie peut nous surprendre même dans ces moments les plus sombres. Respirez profondément, car à partir de maintenant vous allez entrer avec moi dans un récit qui mêle science,
émotion et quelque chose qui défie toute explication logique. Le patient arrivé cette nuit-là n'était pas seulement un numéro dans un dossier médical. Il portait avec lui un poids humain qui transformait chaque décision en une bataille morale. C'était un homme en pleine activité, entouré de sa famille, de rêves et de responsabilités. Quelqu'un qui, en l'espace de quelques minutes, s'est retrouvé allongé sur une civière, la vie ne tenant plus qu'à un fil. L'atmosphère était chargée de tension. Médecins et infirmières échangeaient des regards, conscients que le cas était critique. Chaque regard reflétait un mélange d'expérience, de peur et de détermination. La sueur coulait sur mon visage, non seulement à cause de la chaleur des lumières intenses de la salle d'urgence, mais aussi à cause de la pression de savoir que, désormais, toute erreur pouvait être fatale. Et pourtant, même avec toute la science à mes côtés, il régnait dans l'air une sensation différente, quelque chose qui me disait que cette nuit ne se terminerait pas comme les autres. Je me souviens très clairement du son des moniteurs cardiaques, ce bip incessant, tantôt accéléré, tantôt menaçant de sombrer dans le silence absolu que nul médecin ne veut entendre. À chaque seconde, la lutte pour la vie s'intensifiait. Nous étions face à une crise qui allait mettre à l'épreuve non seulement mes connaissances techniques, mais aussi ma foi en l'inexplicable. Et c'est pour cela que j'insiste, écrivez dans les commentaires, je crois au miracle. Car, quand vous aurez fini d'écouter cette histoire, vous comprendrez pourquoi cette phrase n'est pas seulement symbolique, mais une manière de reconnaître que, parfois, il existe quelque chose qui dépasse tout ce que nous avons étudié. À partir d'ici, préparez-vous. Nous allons entrer ensemble dans une bataille contre le temps, contre les statistiques et contre les limites de la médecine. Vous allez ressentir chaque détail, chaque décision, chaque seconde qui paraissait éternelle. Et, quand vous vous y attendrez le moins, vous comprendrez qu'il existe des histoires qui ne s'expliquent pas, elles se vivent simplement. Le patient de cette nuit-là s'appelait João Batista, 52 ans, marié depuis plus de 25 ans, père de 2 adolescents. Il n'était pas seulement un nom dans un dossier médical, c'était un homme qui portait sur ses épaules le poids d'une famille qui dépendait de lui. João travaillait comme chauffeur de bus, une profession qui exige discipline, responsabilité et de longues heures d'attention constante. Le jour, il transportait des centaines de personnes dans les rues animées de la ville, la nuit, il rentrait chez lui, le corps fatigué mais toujours prêt à s'asseoir à table avec son épouse et à écouter les histoires de ses enfants. Cette semaine-là, son épouse avait déjà remarqué quelque chose d'étrange. João, qui se plaignait rarement de douleur, avait commencé à ressentir un malaise persistant. Fièvre, sueurs abondantes, essoufflement et une fatigue inhabituelle. Comme beaucoup d'hommes de son âge, il insistait pour dire que ce n'était qu'une grippe passagère. C'est juste le corps qui demande du repos, disait-il, essayant de rassurer sa famille. Mais derrière ces paroles, son regard trahissait un inconfort croissant. La nuit où il arriva à l'hôpital, son état était déjà critique. Il avait été amené en urgence par des voisins qui, le voyant s'effondrer chez lui, n'hésitèrent pas à appeler les secours. La scène qui se forma dans la salle d'urgence était déchirante, João était pâle, en sueur froide, et sa respiration était courte et irrégulière, comme si chaque inspiration était une lutte. Ses yeux, autrefois pleins de vie, étaient vitreux, presque suppliants en silence. Pendant que l'équipe procédait au triage, son épouse restait dehors, les mains tremblantes serrant un petit sac contre sa poitrine. Leurs enfants attendaient assis sur une chaise dans le couloir, visiblement effrayés, essayant de comprendre comment cet homme fort, toujours pilier de la maison, pouvait être si vulnérable. Le dossier médical de João révélait des antécédents d'hypertension et de diabète mal contrôlés. Des conditions qui, pour beaucoup, paraissent être de simples chiffres dans des analyses, mais qui, en situation de crise, peuvent être le détonateur de quelque chose de beaucoup plus grave. Il présentait des signes évidents d'une infection sévère qui avait évolué trop vite, compromettant sa tension artérielle, son oxygénation et surtout sa stabilité clinique. Alors que je l'observais, une avalanche de pensées traversait mon esprit. J'avais déjà affronté des dizaines de cas similaires au cours de ma carrière, mais chaque patient est unique. Chaque vie porte une histoire irrépétible. Et dans cette salle, devant tous, João n'était pas seulement un malade, il était mari, père, ami, voisin, travailleur. Il était quelqu'un dont l'absence laisserait un vide immense. C'est à ce moment que beaucoup de personnes, à l'extérieur, ne parviennent pas à comprendre. Pour les familles, l'hôpital est seulement l'endroit où l'on attend des nouvelles, bonnes ou mauvaises. Pour nous, médecins, chaque patient est une vie qui se mêle à notre propre trajectoire. Chaque regard, chaque geste, chaque respiration difficile nous relie d'une manière qui dépasse largement la technique.
Pendant que les appareils étaient réglés et les examens demandés, je percevais la tension croissante de l'équipe. L'état clinique de Joao s'aggravait rapidement, et chaque minute qui passait diminuait ses chances de survie. C'était comme regarder une bougie s'éteindre face à un vent violent. Mais en moi, quelque chose me disait que cette histoire n'était pas encore décidée. Je regardais son épouse, qui me fixait avec des yeux embués, comme si elle implorait une réponse que nous ne sommes pas toujours capables de donner. Ce regard silencieux en disait plus que 1000 mots. « Docteur, je vous en prie, ne l'abandonnez pas », et, à cet instant, j'ai compris que je devais lutter de toutes mes forces, non seulement avec la science, mais aussi avec quelque chose que la médecine seule n'explique pas, la foi. Dès que Joao fut installé sur la civière, j'ai compris que nous n'aurions pas de temps à perdre. Sa tension artérielle était dangereusement basse, la saturation chutait et le cœur battait de façon irrégulière, comme s'il se débattait pour maintenir un rythme qu'il ne parvenait déjà plus à soutenir. La sueur coulait de son front, et la couleur de sa peau commençait à virer au grisâtre, signe évident que le corps entrait en état de choc. L'équipe s'est mobilisée en quelques secondes. Les infirmiers ont couru pour fixer des voies veineuses de gros calibre, tandis qu'un autre préparait déjà des médicaments vasoactifs, capables de soutenir artificiellement la pression quand le corps n'y parvient plus. L'air de la salle semblait plus dense. Le son des moniteurs cardiaques, avec leurs bips irréguliers, se mêlait aux voix rapides et décidées de l'équipe. Là, chaque ordre devait être clair, chaque seconde était vitale. Un examen biologique d'urgence a été demandé. Les résultats confirmèrent ce que nous redoutions, Joao était en choc septique, une condition où une infection grave se propage dans tout le corps, compromettant les organes vitaux. Le foyer semblait pulmonaire, une pneumonie qui avait progressé hors de contrôle. C'était comme si tout l'organisme avait déclaré faillite en même temps. À ce moment-là, j'ai regardé autour de moi et j'ai vu dans les yeux des internes et des infirmiers l'expression que seuls ceux qui ont déjà affronté la mort de près connaissent. Il n'y avait plus de garantie. La médecine, avec toute sa technologie et ses avancées, montrait ses limites face à la brutalité d'une infection qui se répand comme un feu dans de la paille sèche. Nous avons décidé de l'intuber. Sa respiration n'était plus efficace, et ce n'était qu'une question de minutes avant que l'oxygène n'atteigne plus le cerveau. Pendant que nous réglions le ventilateur mécanique, son épouse, dehors, essayait de rester debout. Elle ne le savait pas, mais c'était le moment le plus délicat. Le moindre faux pas pouvait signifier la fin. Nous avons commencé des antibiotiques à large spectre, les plus puissants que nous avions. Mais nous savions que leurs effets ne seraient pas immédiats. La course était désormais contre la montre, pour maintenir le corps en vie jusqu'à ce que le médicament puisse agir. Le cœur, cependant, ne collaborait pas. Les arythmies devenaient plus fréquentes, et il y eut un instant où la ligne du moniteur menaça de se transformer en un trait continu. Préparez le défibrillateur, ordonnai-je d'une voix ferme. Nous avons posé les palettes sur la poitrine de Joao, et la décharge électrique parcourut son corps dans un sursaut qui fit pousser à son épouse, dans le couloir, un cri étouffé en entendant le son caractéristique du choc. Le cœur revint, mais fragile, irrégulier, comme une flamme vacillante prête à s'éteindre. Les minutes suivantes semblèrent des heures. Toute l'équipe était en alerte maximale, ajustant les drogues, recalculant les doses, suivant chaque oscillation du moniteur. C'était comme essayer de retenir de l'eau entre les doigts, plus nous faisions, plus la vie semblait s'échapper. C'est à ce moment qu'une pensée inévitable surgit, nous approchons de la limite. Les médecins ne parlent pas souvent d'abandonner, mais ils apprennent à reconnaître quand la bataille semble perdue. Joao avait déjà dépassé les limites statistiques de survie dans des cas comme le sien. Je le savais. L'équipe le savait. Mais quelque chose en moi refusait d'accepter. Était-ce le regard de son épouse, ses enfants qui attendaient dans le couloir, ou simplement ce sentiment inexplicable que l'histoire n'était pas encore terminée? La tension monta d'un cran quand il entra en arrêt cardiaque. Le moniteur se mit à sonner en ligne droite. Ce son continu, que tout le monde reconnaît comme symbole de fin, résonna dans la salle. Immédiatement, nous avons commencé les manœuvres de réanimation. Massage cardiaque, adrénaline, compression rythmée qui faisait craquer les côtes sous la force nécessaire. À chaque minute sans réponse, l'espoir diminuait. La sueur coulait sur nos visages, et le sentiment de défaite commençait à rôder. Ce furent de longues minutes d'efforts exténuants. À chaque dose de médicaments injectés, à chaque compression, l'équipe échangeait des regards silencieux, comme pour se demander, est-ce que cela vaut encore la peine? Je savais qu'à un moment, quelqu'un allait suggérer d'arrêter. Mais quelque chose en moi criait que ce n'était pas l'heure.
Et c'est dans cette atmosphère lourde de désespoir, alors que tout semblait s'éteindre, que l'inattendu commença à se dessiner. Les compressions thoraciques duraient déjà depuis plus de 10 minutes. Le corps de Joao paraissait inerte, et chaque tentative de le ramener à la vie semblait vaine. La sueur inondait mon front, mes mains étaient déjà douloureuses à force de répéter les gestes, et l'équipe autour de moi montrait des signes d'épuisement physique et émotionnel. C'était comme si le temps s'était arrêté, comme si nous étions piégés dans un entre-deux, un limbe entre la vie et la mort. Je me souviens clairement d'un des internes qui murmura à mes côtés, « Docteur, peut-être qu'il est temps de considérer. » Mais je l'ai interrompu avant qu'il ne termine sa phrase. J'ai fixé intensément le moniteur, qui persistait à afficher la ligne droite du silence cardiaque. Et j'ai dit, avec une fermeté dont j'ignorais moi-même l'origine, « Pas encore. » Continuez. Était-ce irrationnel? Peut-être. Mais il y avait quelque chose dans cette salle, quelque chose que je ne peux expliquer avec des mots ordinaires. Un poids différent dans l'air, une énergie qui semblait envelopper chacun de nous. Ce n'était pas seulement de l'entêtement professionnel, c'était comme si quelque chose en moi criait que Joao n'était pas prêt à partir. Ce fut à cet instant, lorsque la foi et la détermination semblaient être nos seuls carburants restants, que quelque chose d'extraordinaire se produisit. Pendant une des compressions, le moniteur clignota. Un petit pic, presque imperceptible, interrompit la ligne droite. L'équipe retint son souffle. Nous avons répété la dose d'adrénaline. Nouvelle compression. Un autre pic. Le cœur de Joao, tel une braise presque éteinte, montrait des signes qu'il restait encore du feu à l'intérieur. Les secondes suivantes furent un mélange de chaos et d'espérance. Le bip continu commença à être remplacé par des battements espacés, fragiles, mais présents. La ligne droite laissa place à de petites ondes timides, dessinant sur le moniteur un tracé qui nous fit échanger des regards incrédules. Et soudain, comme si le corps avait décidé de lutter à nouveau, le cœur s'emballa dans un rythme étonnamment stable. La salle entière resta silencieuse pendant quelques secondes, sous le choc. C'était comme si chacun essayait de comprendre ce qu'il venait de voir. Des médecins expérimentés, habitués à l'imprévisible, restèrent figés devant cette scène. Un patient en arrêt cardiaque prolongé, qui avait dépassé le temps acceptable de réanimation, revenait à la vie sous nos yeux. Mais ce n'était pas seulement le retour des battements qui nous marqua. Le visage de Joao, jusque-là rigide et grisâtre, commença lentement à reprendre une couleur plus rosée. Sa respiration, aidée par la ventilation mécanique, semblait suivre la nouvelle force du cœur. C'était comme si chaque cellule de son corps avait décidé, au même instant, de résister. Pendant ce temps, dehors, son épouse, qui priait inlassablement en silence, tomba à genoux en entendant les pas pressés d'une infirmière qui s'approcha d'elle, « Il est revenu. » Ces deux mots résonnèrent comme un tonnerre d'espoir au milieu de la tempête de désespoir. À l'intérieur de la salle, personne n'osa crier victoire à voix haute. Nous restions en alerte, conscients que la lutte était loin d'être terminée. Mais ce qui venait de se passer dépassait tout graphique, toute statistique, tout calcul. Joao avait franchi la ligne de la mort, et il était revenu. Et ici, je prends une pause pour réfléchir. Durant toute ma carrière, j'ai appris à faire confiance à la science, aux preuves, aux chiffres. Mais à ce moment-là, devant ce cœur qui avait décidé de battre à nouveau contre toutes les probabilités, j'ai compris qu'il existe des forces qui défient ce que nous apprenons dans les livres. Je ne sais pas si c'était le hasard, si c'était la réponse à la prière désespérée de son épouse, ou si ce n'était que l'ultime étincelle de vie refusant de s'éteindre. Mais je sais que, pour moi et pour tous ceux qui étaient présents dans cette salle, c'était un miracle. Quand les battements de Joao se sont stabilisés et que sa peau reprit des couleurs, j'ai compris que nous étions face à quelque chose qui dépassait tout manuel de médecine. J'avais déjà assisté à des récupérations improbables au cours de ma carrière, mais cette scène s'est gravée dans ma mémoire comme un rappel que la vie, malgré toutes nos tentatives de la comprendre, garde des secrets que nous ne pouvons pas toujours déchiffrer. Quelques heures plus tôt, la science affirmait que les chances étaient pratiquement nulles. Le choc septique, l'arrêt cardiaque prolongé, l'absence de réponse initiale, tous les indicateurs pointaient vers une issue tragique. Et pourtant, Joao était là, allongé, respirant avec assistance, mais vivant. Contre toutes les statistiques. Contre la logique. Contre la froideur des chiffres qui tentent souvent de réduire la vie à des probabilités. Je me souviens d'avoir regardé les yeux de l'équipe. Il y avait des larmes dissimulées derrière les masques, un silence respectueux emplissait l'air. Ce n'était pas seulement le soulagement d'avoir réussi à le ramener.
c'était la sensation d'avoir été témoin de quelque chose qui ne s'enseigne pas en cours, qui ne s'écrit pas dans des articles scientifiques, qui ne se résume pas dans des rapports médicaux. Dehors, son épouse tenait les mains de ses enfants en répétant à voix basse « Il est revenu, il est revenu ». Il était impossible de rester insensible à cette scène. Pour eux, peu importaient les doses de médicaments, le nombre de compressions thoraciques ou l'énergie utilisée lors du défibrillateur. Pour cette famille, ce qui comptait, c'était que le mari et le père soient revenus. Pour eux, il n'y avait aucun doute, c'était un miracle. Et ici, j'ouvre mon cœur pour vous qui regardez. La médecine est une science extraordinaire, fruit de siècles d'études et de dévouement. J'y crois profondément et j'ai consacré ma vie à l'exercer avec responsabilité et amour. Mais l'expérience m'a appris que la médecine a des frontières. Il existe des moments où nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir et, malgré cela, nous ne parvenons pas à expliquer le résultat. Peut-être traversez-vous un moment difficile en ce moment. Peut-être qu'une personne proche est malade, ou peut-être luttez-vous vous-même contre quelque chose qui semble plus grand que vos forces. Ce que je peux vous dire, avec l'autorité de celui qui a déjà vécu des situations comme celle de Joao, c'est « ne sous-estimez jamais le pouvoir de l'inattendu ». Ne perdez jamais la capacité de croire que quelque chose de plus grand peut intervenir. Je ne dis pas cela comme religieux, ni comme scientifique, mais comme être humain qui a déjà vu des vies échapper aux mains de la mort alors que tout semblait perdu. Parfois, la réponse vient de la médecine. D'autres fois, de la force de volonté. Et, dans certaines occasions rares, d'un lieu que nous ne parvenons pas à nommer. Certains l'appellent foi, destin, miracle, peu importe le mot que vous choisissez. Ce qui compte, c'est de reconnaître que la vie peut nous surprendre. En pensant à Joao et à tant d'autres histoires que je garde en mémoire, je réalise que ces moments ne servent pas seulement à remplir des rapports ou des statistiques. Ils servent à nous rappeler la fragilité et, en même temps, la grandeur de l'existence. Ils servent à nous enseigner l'humilité. Car, aussi loin que la science puisse aller, il y aura toujours quelque chose au-delà, quelque chose qui échappe à notre contrôle. Et c'est ce que je veux vous laisser comme message final dans ce passage, gardez la foi, même lorsque tout semble perdu. Croyez en la science, oui, mais aussi au pouvoir qu'a la vie de se réinventer. Car, parfois, lorsque tout le monde abandonne, c'est exactement à ce moment que le miracle se produit. Quand la ligne du moniteur recommença à se remplir d'ondes fermes et que les bips rythmés résonnèrent dans la salle, un silence différent s'installa. Ce n'était pas le silence de la peur, mais le silence respectueux de ceux qui comprennent qu'ils viennent de traverser une tempête et d'y survivre. Chacun de nous inspira profondément, comme si, seulement à cet instant, il avait été permis de reprendre son souffle. Je regardais Joao. Toujours intubé, entouré de fils, de sondes et d'appareils, mais vivant. Sa respiration suivait le ventilateur, ses battements désormais stables emplissaient l'air d'un son qui, pour nous, valait plus que n'importe quelle mélodie. Sa peau retrouvait sa couleur naturelle, ses doigts autrefois violacés montraient des signes de circulation. De petits détails, imperceptibles pour un œil extérieur, mais qui, pour nous, signifiaient victoire. À cet instant, je me rappelais les paroles d'un ancien professeur de la faculté de médecine, la médecine est l'art de lutter contre la mort, en sachant qu'un jour elle gagnera. Mais d'ici là, notre mission est de gagner du temps pour le patient, pour la famille, pour la vie. Et c'est exactement ce que nous avions conquis, du temps. Pendant que les internes ajustaient les paramètres du respirateur et vérifiaient la pression des drogues administrées en perfusion, je me suis un peu éloigné et j'ai observé la scène. Chaque membre de l'équipe avait un regard unique. Certains étaient épuisés, d'autres encore sous le choc, certains visiblement émus. Il y en avait même qui, discrètement, essuyaient une larme. Dehors, lorsque nous avons annoncé la nouvelle à l'épouse de Joao, elle s'est effondrée en larmes. Mais c'étaient des larmes différentes, non pas de douleur, mais de soulagement. Elle nous a serrés dans ses bras avec une force qui semblait presque transmettre de l'énergie, comme pour dire sans mots que tous nos efforts avaient valu la peine. Ces enfants, jusque-là immobiles et apeurés, sourirent pour la première fois cette nuit-là. Ils ne connaissaient pas les détails, ils ne comprenaient pas les risques, mais il suffisait d'entendre la phrase « Il est vivant » pour rallumer l'espérance. De retour en réanimation, l'ambiance était prudente. Nous savions que la lutte était loin d'être terminée. Le choc septique ne disparaît pas en quelques minutes. L'antibiotique mettrait du temps à agir, les organes de Joao étaient fragilisés, et les prochains jours seraient décisifs. Mais, pour l'instant, nous avions remporté la bataille la plus urgente, le maintenir en vie. Je me suis assis quelques minutes dans la salle de repos.
Le corps me faisait mal, les muscles de mes bras pulsaient après l'effort du massage cardiaque prolongé. L'esprit, pourtant, était agité. Je revivais chaque seconde de cette nuit, chaque décision, chaque instant où la ligne du moniteur menaçait de devenir définitive. Et, au fond, une question revenait sans cesse, pourquoi est-il revenu? Ce n'était pas la première fois que ce doute m'habitait. J'avais déjà vu des patients qui, malgré tous les moyens disponibles, n'avaient pas survécu. Et d'autres, comme Joao, qui étaient revenus contre toutes les probabilités. La différence ne se trouvait pas seulement dans les médicaments, les protocoles ou les mains de l'équipe. Il y avait autre chose. Quelque chose que nous ne pouvions pas mesurer, mais qui se manifestait dans les moments les plus improbables. Je n'avais pas de réponse. Et peut-être n'en aurais-je jamais. Mais une chose était claire, cette nuit-là n'était pas seulement un cas clinique de plus. C'était une leçon. La médecine me montrait, une fois de plus, que sa grandeur ne réside pas uniquement dans le fait de sauver des vies, mais aussi dans le rappel constant de nos propres limites. La nuit avançait, et tandis que les couloirs de l'hôpital retrouvaient un rythme plus calme, l'image de Joao, respirant avec l'aide des machines, restait gravée dans mon esprit. Je savais que, désormais, chaque pas serait incertain, chaque progrès devrait être célébré comme une victoire. Mais je savais aussi que je n'oublierais jamais ce que nous avions vécu, la renaissance d'un homme que, quelques instants plus tôt, nous avions déjà cru perdu. Les premières 24 heures de Joao en soins intensifs furent décisives. Chaque paramètre vital était surveillé avec une attention presque obsessionnelle, tension artérielle, fréquence cardiaque, saturation en oxygène, diurèse. Tout était noté, tout était revu, comme si chaque chiffre représentait une pièce essentielle du puzzle qui déciderait de son destin. Il restait sédaté et intubé, relié au respirateur mécanique. Son corps, épuisé par la longue bataille, avait besoin d'un repos forcé pour que l'organisme puisse réagir à l'infection. Les pompes à perfusion administraient de puissants antibiotiques, des vasopresseurs pour maintenir la pression artérielle et des sédatifs pour garantir qu'il ne souffre pas pendant le processus. Je lui rendais visite plusieurs fois par jour. Chaque fois que je m'approchais, j'observais des signes subtils, la couleur de la peau, la température des extrémités, l'expression du visage malgré la sédation. Des détails qui passeraient inaperçus pour beaucoup, mais qui, pour nous médecins, sont des indices silencieux sur la lutte intérieure d'un patient. Pendant ce temps, son épouse ne quittait presque pas l'hôpital. Elle passait des heures assise sur une chaise dans le couloir, parfois les yeux fixés sur un point lointain, parfois feuilletant un petit livre de prière qu'elle portait toujours avec elle. Ses enfants allaient et venaient, partagés entre l'école, les tâches quotidiennes et le besoin d'être proches de leur père. À chaque nouvelle que nous donnions, même minime, leur visage s'illuminait. C'était comme si chaque petite amélioration était un souffle de vie aussi pour la famille. Le deuxième jour apporta des signes encourageants. La fièvre, qui persistait malgré les antibiotiques, commença à céder. Les examens montrèrent une légère amélioration des marqueurs infectieux. Le cœur, autrefois instable, maintenait désormais un rythme plus ferme, comme s'il avait décidé de continuer. L'équipe respira un peu plus tranquillement, mais nous savions qu'il était encore trop tôt pour célébrer. Dans des cas comme celui-ci, le danger guette à chaque instant. Il y eut des moments où la pression artérielle s'effondra à nouveau, exigeant des ajustements rapides des doses de médicaments. Une nuit, sa saturation chuta brutalement, forçant l'équipe à revoir les paramètres du respirateur et à les modifier en quelques secondes. Chacune de ces crises nous rappelait combien la ligne entre amélioration et rechute restait fragile, trop fine pour que nous osions une confiance totale. Mais quelque chose chez Joao impressionnait, sa résistance. Malgré un corps affaibli, il répondait de façon inattendue. De petits signes, comme des mouvements involontaires même sous sédation profonde, indiquaient qu'il y avait plus de force que ce que les chiffres laissaient supposer. C'était comme si, au fond, il s'accrochait à la vie de toutes ses forces, refusant de lâcher prise. Le 5e jour, je décidai de réduire progressivement la sédation afin d'évaluer sa réponse neurologique. C'était un moment critique. Beaucoup de patients, après de longues périodes d'instabilité et d'hypoxie, ne reviennent pas comme avant. Le risque de séquelles est bien réel. L'équipe se réunit en silence pendant que nous diminuions la dose. Et alors, il se produisit quelque chose que je n'oublierai jamais, Joao ouvrit lentement les yeux. Son regard était trouble, confus, mais présent. Son épouse, appelée en urgence, entra dans la chambre de réanimation et prit sa main. Même avec des tubes et des fils partout, même sans pouvoir parler, une larme coula au coin de son œil.
Émue, son épouse murmura, « Tu es revenu vers nous, je le savais. » Cette larme, solitaire et silencieuse, fut plus puissante que n'importe quel graphique de progression. Ce n'était pas seulement un signe de conscience. C'était le témoignage vivant que João était là, que son esprit avait résisté et qu'il revenait désormais pour se reconnecter au monde. D'un point de vue clinique, il restait encore un long chemin, ajustement des antibiotiques, physiothérapie respiratoire, soutien intensif. Mais d'un point de vue humain, ce moment représentait déjà une immense victoire. C'était la confirmation que nous n'étions pas seulement en train de maintenir un corps en vie et nous ramenions un homme, un père, un mari, quelqu'un qui avait encore beaucoup à vivre et à transmettre. Et tandis que j'observais cette scène, je pris une nouvelle fois conscience de la dimension de ce que nous étions en train de vivre. La médecine remplissait son rôle, mais il y avait quelque chose de plus, quelque chose d'invisible, qui soutenait chaque petit progrès. Les jours suivants furent une véritable épreuve de résistance et de patience. João restait sous soins intensifs, mais chaque matin apportait de petits signes de progrès. Pour nous, médecins, cela se traduisait par des chiffres sur des graphiques, une tension artérielle plus stable, une fièvre enfin disparue, des analyses sanguines montrant une amélioration progressive. Mais pour la famille, chaque détail représentait une nouvelle espérance, un nouveau motif de croire que le pire était passé. À mesure que l'infection reculait, nous commençâmes à retirer lentement les soutiens qui le maintenaient dépendant des machines. D'abord, nous diminuâmes la dose des médicaments qui soutenaient sa pression artérielle. Puis, nous ajustâmes le respirateur, jusqu'à ce que, dans un moment de pure attente, nous décidâmes de l'éteindre pour voir si João pouvait respirer par lui-même. Cet instant fut rempli de tension. Il inspira profondément, comme pour reprendre un souffle interrompu depuis des jours. Sa respiration était laborieuse, mais c'était la sienne, libre de toute machine. Le moniteur confirma, oxygénation adéquate. C'était comme assister au premier souffle d'un nouveau-né, sauf que, cette fois, il s'agissait de la renaissance d'un homme adulte qui avait affronté la mort en face. Lorsque nous avons retiré le tube, João toussa, déglutit difficilement et, d'une voix rauque, presque inaudible, réussit à prononcer son premier mot, « Merci ». Ce n'était pas seulement un remerciement adressé à moi ou à l'équipe. C'était un remerciement à la vie, à tous ceux qui l'avaient soutenu durant cette période sombre. Son épouse, en entendant ce mot, éclata en larmes et l'embrassa avec précaution, comme si le simple contact pouvait le briser. Voir sa famille réunie autour de lui, riant et pleurant en même temps, fut l'un des moments les plus marquants de ma carrière. Les médecins sont formés à garder leur sang-froid, à ne pas se laisser emporter par les émotions, mais je dois avouer que mes yeux se sont embués. Il était impossible de ne pas être touché par cette énergie de gratitude qui emplissait la pièce. Peu à peu, João commença également à récupérer physiquement. La physiothérapie pour réveiller les muscles affaiblis, de simples exercices pour reprendre les mouvements, la rééducation respiratoire pour renforcer ses poumons. Chaque pas, aussi petit fût-il, était célébré comme une grande victoire. Sa volonté de vivre était évidente. Il ne se plaignait jamais, il ne se décourageait pas. Au contraire, il montrait une immense gratitude envers chaque infirmier, chaque aide-soignant, chaque professionnel qui approchait de son lit. Le jour de sa sortie de réanimation fut presque cérémoniel. Lorsqu'il quitta ce service en fauteuil roulant, accompagné de sa famille, toute l'équipe se réunit pour l'applaudir. Et ce n'était pas seulement pour le patient qui survivait, mais pour l'histoire qu'il représentait. Une histoire de lutte, de résistance et, surtout, de quelque chose qui allait au-delà de la technique et touchait à l'inexplicable. Je l'accompagnai jusqu'à la porte. Il serra ma main avec force, plongea son regard dans le mien et dit, d'une voix encore faible mais pleine d'émotion, « Docteur, je sais que la médecine a beaucoup fait pour moi, mais je sais aussi qu'il s'est passé quelque chose de plus. Je n'étais pas seul là-dedans. » Cette phrase résonna en moi. Parce que c'était exactement ce que je ressentais, sans oser l'affirmer à voix haute, nous n'étions pas seuls. Quelque chose de plus grand nous avait accompagnés dans cette bataille. Pour sa famille, João revint comme un héros. Non seulement parce qu'il avait survécu, mais aussi parce que son expérience fut perçue comme un témoignage de foi. Pour l'équipe, elle laissa la marque d'une histoire que nous n'oublierions jamais. Pour moi, en tant que médecin, ce fut la confirmation que, aussi loin que nous avancions, nous n'aurions jamais toutes les réponses. Et c'est peut-être justement là que réside la beauté de la vie. Voir João quitter l'hôpital en marchant, encore lentement et avec un corps fragilisé, fut comme assister au dernier chapitre d'une histoire commencée dans le désespoir et terminée dans l'espérance. Pour son épouse et ses enfants, c'était la preuve vivante qu'il ne faut jamais renoncer.
Pour moi, ce fut le rappel, une fois de plus, que la médecine peut aller très loin, mais qu'il existe des événements qui échappent simplement à notre compréhension. En lui disant au revoir, j'ai senti que nous ne clôturions pas seulement un traitement, mais que nous refermions un cycle qui nous avait transformés tous. Cet homme qui était arrivé désespéré, presque sans vie, repartait renouvelé, portant non seulement le poids de la survie, mais aussi la légèreté de quelqu'un qui avait eu la chance de recommencer. Moi, en tant que médecin, je pourrais expliquer la récupération de Joao de plusieurs façons, l'antibiotique approprié, le soutien intensif, les manœuvres effectuées au bon moment. Tout cela, sans aucun doute, fut fondamental. Mais même en réunissant tous les facteurs techniques, il resterait encore un vide dans l'explication. Un vide que, pour beaucoup, ne peut être comblé que par un seul mot, miracle. Et c'est peut-être cela que je veux laisser à vous qui m'accompagnez jusqu'ici. La vie est pleine de mystères, et la science, aussi avancée soit-elle, ne les atteint pas tous. Ce que j'ai vu cette nuit-là et dans les jours suivants ne figure dans aucun manuel, ne rentre dans aucune statistique. C'était quelque chose qui toucha non seulement mon côté professionnel, mais aussi mon côté humain. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je dois vous demander de faire un choix maintenant. Si cette histoire vous a ému, si elle a ravivé en vous, d'une manière ou d'une autre, la foi ou l'espérance, je vous demande, laissez un like sur cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Ces gestes, qui paraissent petits, sont ce qui permet à davantage de personnes d'avoir accès à des histoires comme celle-ci. Des histoires qui ne sont pas des inventions, mais des expériences réelles vécues dans les hôpitaux. Je veux aussi que vous laissiez votre avis dans les commentaires. Croyez-vous au miracle? Avez-vous déjà vécu ou été témoin de quelque chose qui défiait toute logique? Écrivez votre expérience. Je lis chaque commentaire, car je crois que, lorsque nous partageons nos histoires, nous créons une chaîne de force et d'espérance qui peut inspirer beaucoup d'autres personnes. Avant de conclure, je veux vous dire une chose importante, ne partez pas encore. Ici, à l'écran, vous voyez déjà une prochaine vidéo qui vous attend. Je ne vais pas en révéler le titre, mais je peux vous garantir que c'est une histoire aussi marquante que celle que vous venez d'entendre. Une histoire qui vous touchera et changera peut-être même votre manière de voir la vie. Cliquez dès maintenant et continuez avec moi, car il reste encore beaucoup à raconter. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. Merci de croire que la vie peut toujours surprendre. Et souvenez-vous, parfois, lorsque tout semble perdu, c'est précisément à ce moment-là que l'inattendu se produit. Quand la ligne du moniteur s'était remplie à nouveau d'ondes fermes et que les bips rythmés avaient envahi la salle, nous avions traversé une tempête et en étions sortis vivants. Chaque respiration, chaque battement stable, chaque signe de couleur revenu sur sa peau était une victoire silencieuse. Je repense encore à cette nuit, aux décisions prises à la seconde près, aux regards échangés avec l'équipe, aux prières murmurées de son épouse, à la peur et à l'espoir mélangé des enfants. Tout cela formait un tableau que ni les chiffres ni les protocoles ne peuvent expliquer. Cette expérience m'a marqué non seulement comme professionnel de la santé, mais aussi comme être humain. Elle m'a rappelé que la médecine est puissante, mais qu'elle a des limites. Elle m'a appris que parfois, au-delà de tout ce que nous savons et de tout ce que nous faisons, il reste un espace mystérieux que certains appellent destin, d'autres fois, d'autres miracles. Et je veux que ce souvenir serve d'encouragement pour vous. Peut-être traversez-vous vous-même une épreuve, peut-être accompagnez-vous un proche malade, ou peut-être vous sentez-vous simplement fatigué par la vie. N'oubliez pas ceci, il y a toujours de l'espace pour l'inattendu. Il y a toujours la possibilité qu'un souffle nouveau apparaisse là où tout semblait fini. Je ne peux pas vous promettre que chaque histoire se terminera comme celle de Joao. Mais je peux vous assurer que chaque instant de vie, chaque seconde gagnée, chaque retour de souffle vaut la lutte. Parce que la vie, dans toute sa fragilité, est aussi faite de grandeur et de surprises. Alors, gardez la foi. Croyez à la science, mais gardez aussi une place dans votre cœur pour l'inexplicable. Parce que parfois, ce que nous ne pouvons pas mesurer est précisément ce qui transforme nos vies. Et souvenez-vous, parfois, quand tout semble perdu, c'est exactement à ce moment-là que l'inattendu surgit.